Bonsoir à tous, bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Nous allons poursuivre ce soir l'évocation de l'histoire du parcours de l'ancienne gloire de l'équipe du Front de Libération Nationale, Mohamed Maouche, et à travers l'histoire de son parcours, nous allons également revenir sur l'histoire de la glorieuse équipe du FLN entre 1958 et 1962. Nous avons déjà évoqué la semaine dernière, dans une première émission, les débuts de Mohamed Maouche à Alger comme joueur au sein de l'équipe de Saint-Eugène à l'époque. Aujourd'hui, nous allons revenir sur son engagement au sein de l'équipe du Front de Libération Nationale et le travail qu'il avait mené en contactant la plupart des joueurs qui ont constitué cette équipe du FLN. Monsieur Mohamed Maouche, bonsoir et bienvenue dans les dossiers. Merci beaucoup pour l'invitation. La dernière fois, on s'est arrêté donc, avec votre départ de Chamonix. Donc, vous avez évoqué votre arrestation. La libération, du moins. Voilà, c'est la libération. J'étais militaire, enfin pas en prison, mais j'étais en résidence, comme on dit, surveillée, parce qu'il fallait que je pointe, il fallait que je voie le responsable, l'adjudant, etc. Comme ça que j'étais là, je pointais quand même le matin à 6 h, le matin, midi et à minuit. C'est une résidence surveillée, voilà. Ouais, bon, c'était... je le dis maintenant, il faut dire la vérité, c'est une prison dorée, quoi. Ouais. Prison dorée. Alors, vous allez quitter Chamonix pour Paris, je pense. Non, pas pour Paris. Oui. J'ai quitté Chamonix, donc j'ai rejoint le stade de Reims. Directement. C'était au mois de mai 59, donc j'ai été libéré. Bon, c'est vrai qu'il y avait le commandant de la base de l'EHM, l'école de haute montagne, très très gentil avec moi. Ils m'ont dit, d'ailleurs, cette guerre ne va pas durer longtemps et on espère que tout s'arrangera, etc. Donc les Français étaient quand même vraiment, ils étaient malheureux même, par moment avec la guerre d'Algérie. Ils étaient malheureux de voir leurs jeunes partir comme ça, etc. Venir au front ici en Algérie, ils ne savaient pas s'ils allaient retourner chez eux, quoi. Donc voilà un petit peu, je suis retourné donc directement à Reims. Oui. De là, j'ai fait j'étais bien entraîné de toute façon, parce qu'à Chamonix, je m'entraînais. J'étais un préparateur physique. Oui, j'étais préparateur physique de l'équipe de France de ski, quoi, avec Jean Vuarnet, avec Duvillard, avec Arpin, Bozan, enfin je les connais tous, quoi. Je les ai encore tous en tête, Guy Perriat aussi. Donc c'était formidable. Mais personne ne savait que j'étais algérien. Donc parce que j'avais un faux nom. Oui. J'avais un faux nom, je peux le dire aujourd'hui, il n'y a aucun mal, bon, parce que c'est le commandant, le colonel Deschamps, il m'a dit voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais pas tellement, vous faites méditerranéen, espagnol, peut-être italien, mais pas algérien, vous n'avez pas d'accent. Oui. Pas aucun accent, etc. Donc on va vous donner, il m'a donné un nom de Jean Hernandez. Oui. Voilà et personne ne savait que j'étais algérien à l'école de haute montagne. Alors, de retour à Reims, est-ce que la réintégration était facile pour vous? Très très facile, ils étaient vraiment comme si rien ne s'était passé. Absolument rien, ils ont compris la situation, etc. Avec bien sûr la guerre d'Algérie, avec tous ces joueurs qui étaient déjà à Tunis. Oui. Donc la majeure partie était déjà à Tunis. Bon, on ne restait pas grand-chose en France à l'époque. On restait 7 ou 8 joueurs, c'est tout. Donc le gros était déjà arrivé à Tunis. Donc pendant votre détention, on peut l'appeler comme ça, après votre arrestation, est-ce que vous avez essayé de renouer le contact donc avec ceux qui sont partis à Tunis? Non, le contact, je n'ai pas renoué de contact avec parce que je n'avais aucune adresse, je n'avais absolument rien, ni téléphone, ni adresse, quoi. J'étais au courant un petit peu de ce qui s'est passé, de ce qui se passait avec les journaux, etc. Qu'ils étaient un petit peu en Chine, qu'ils étaient dans les pays de l'Est, etc. Ouais. Ça, j'avais quelques... des informations, etc. Bon, mais enfin, non, on n'avait pas de contact par écrit ou à l'époque téléphone, c'était difficile. Donc c'est pas comme maintenant. Mais sinon, bon, une fois retourné à Reims, on a, les Rémois, ils m'ont reçu à bras ouverts.
Ouais. Que ce soit le président Germain, Percha, les joueurs, la même chose. Vraiment, jamais, je n'ai jamais été, taxé de félaga ou enfin, comme il le disait à l'époque, quoi. Ouais. Non, non, c'était une réintégration vraiment extraordinaire. Les joueurs étaient vraiment les dirigeants, les supporters, la même chose. De là, bon, on a fait un déplacement, on est allé en Indonésie. Oui. En URSS, pardon, en URSS, le premier déplacement, une tournée en URSS, avec le Stade de Reims. Ouais. Bon, on a joué donc à Moscou, on a joué à Leningrad, on a joué à Tbilissi. Hein, donc j'ai fait tous les matchs à deux, je les ai faits. Et puis bon, de retour, la même chose, j'ai commencé à attaquer le championnat, etc. Et on fait une tournée aussi en Indonésie, avec le Stade de Reims. Une magnifique, d'ailleurs, magnifique tournée, parce qu'on connaît toute l'Indonésie, en long, en large et en travers, de Jakarta jusqu'à Bandung, quoi. C'était extraordinaire. Avec Kopa, bon, pour eux, les Indonésiens, Kopa, c'était un dieu, quoi. Bah, tout le monde voulait voir Kopa. Tout le monde voulait voir Kopa. Donc voilà, et puis le Stade de Reims, on a fait une magnifique tournée à Padang, à Medan, à Surabaya, enfin un peu partout en Indonésie. Donc après le retour, après cette Après le tournée, retour à Reims, vous serez prêté. après le retour à Reims, j'ai fait deux matchs, je crois, deux matchs de championnat avec le Stade de Reims, 2 ou 3 matchs. Oui. Et là, le Restart à Paris voulait faire une grande équipe pour monter. Oui. Donc il y avait des joueurs qui étaient en fin de carrière pratiquement, comme Ponverne, Bliard. Donc, et j'ai oublié le troisième. Donc on nous a prêté au Restart pour faire une grande équipe, pour monter en division nationale 1. Malheureusement, on était bien, très très bien. Bon, il y avait une bonne équipe, une bonne ambiance. Et à un moment donné, le Restart a été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'un des dirigeants, un match très difficile qu'on devait jouer à Boulogne, je crois que c'est à Boulogne ou à Caen, à Boulogne ou à Boulogne, et un des dirigeants a essayé de soudoyer le gardien de but. Et ce gardien de but a dénoncé ce dirigeant, donc le Restart a été sanctionné. Voilà pourquoi le Restart n'est pas monté en division nationale 1 à l'époque. Voilà, bon, bref. Et là, bon, justement, pendant cette période, je suis allé voir, donc, parce que j'avais une mission pour voir la famille de Hamned Abdelrahman, qui m'avait donc, je ne savais pas encore, il avait été arrêté entre-temps. Hein. Oui. Il a été condamné à mort, etc. Donc, je me suis souvenu, j'avais l'adresse, etc. Donc, je vais à Cachan. Oui. Je vais voir sa famille. Il m'avait donné une boîte de gâteaux, que la boîte de gâteaux, 2 ans et demi après. Ça c'était à Saint-Eugène. Oui, quand il était à Saint-Eugène. Oui, voilà. Donc la boîte de gâteaux, je l'ai consommée. Hein. 2 ans après, 2 ans et demi après, pratiquement. Ouais. Donc je suis allé voir sa famille, etc. J'étais content comme tout, etc. On a discuté, bien sûr. Il y avait la maman, Allah yarhama, il y avait le papa, il y avait les frangines, il y avait les frangins. Hein. Mais Abdelrahman était en prison déjà. Il était arrêté et condamné à mort d'ailleurs. Et bon, c'est le Monseigneur Duval qui l'a sauvé. Ouais. Monseigneur Duval, c'est lui qui a... Bon, voilà un petit peu l'histoire. Et puis là, bon, avec ma femme, bien sûr, qui était secrétaire de Maître Ben Abdallah. Et qui est militante, et qui était une militante, elle avait quand même... Votre mariage, c'est une histoire, le mariage. Ah oui, c'est toute une histoire. Bon, oui. Donc voilà, un petit peu, j'ai fréquenté ma future femme, et qui était la secrétaire de Maître Ben Abdallah. Oui. Puis bon, de là, on a côtoyé, avec elle, j'ai côtoyé tous les grands, Maître Vergès, Gisèle Halimi, Stuhl, Mourad Siddiq, tout ça. Ensuite, je travaillais avec eux, parce que c'était quand même toujours le FLN. Ouais. C'était une des cellules, avec Ben Abdallah, Siddiq, bon, même les Gisèle Halimi, moi, tout le monde travaillait pour le FLN. Donc, à l'époque, je ne savais pas, et puis doucement, je l'ai appris, et de temps en temps, je ne la voyais pas, mais ma femme, qui est devenue ma femme, était quand même agent de liaison. Portait des valises, des machins, elle était interdite dans plusieurs départements français d'ailleurs, elle a été arrêtée, elle a fait de la prison. Donc c'est comme ça que, doucement, et puis un jour, Maître Abdallah m'appelle et puis il me dit, voilà, écoute, tu me fais la liste des joueurs qui restent en France. Ouais.
tous les joueurs professionnels. Ça, on est en 59. 1960. 1960. 1960. Oui. Donc on avance un petit Exactement. peu. Bon, en 1960, il me dit, voilà, il faut me faire la liste des footballeurs qui restent. Donc je donne, il me dit, parce qu'il faut partir, ta femme est menacée de mort par la mer Rouge. Ouais. Elle a reçu 2 lettres dans la boîte aux lettres de Maître Ben Abdallah. Et attention, il faut partir le plus vite possible. Et je donne la liste. Je donne la liste des joueurs, donc je dis, voilà, j'ai encore en même. Il y a Bouchache Le Havre, Oui. il y a Mahi à Rennes, il y avait Ahmed Arab qui était à machin, celui que je n'ai pas contacté. Ouais. Il y avait Amara à Bordeaux, il y avait Borisha et Walikan à Nîmes, et il y avait Kerom à Troyes. Ouais. Donc avec ma voiture bon. Voilà, vous allez faire la tournée avec la fameuse MG, La donc fameuse décapotable. MG, Oui, que j'ai dérobé, enfin dérobé, non, on ne peut pas dire volé, non. C'est-à-dire que j'ai laissé une 4 chevaux et j'ai dit au propriétaire, j'ai dit, je viens de payer après. Il me connaissait, donc il m'a fait confiance. ouais. Et c'est comme ça que je suis parti avec cette voiture sans la payer, quoi. Sans rien payer, parce qu'elle coûtait cher à l'époque, elle coûtait 1,5 million. Ouais. Donc 1,5 million à l'époque, c'était quelque chose. Donc voilà un petit peu. Bon, je ne peux pas dire, les gens me disent, tu l'as volé. Non, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Vraiment, donc, là, on a fait, donc voilà, on est parti avec ma femme, bien sûr. Le premier contacté, c'était Bouchèche. Elle vous a accompagné lors de cette Oui, tournée oui, d'ailleurs. oui. On est parti donc de Paris, on a dit au revoir à tout le monde parce qu'il fallait partir directement. Hein, on n'est pas revenu, donc on a fait la tournée, donc Paris-Le Havre. Le Havre, c'est ma femme qui devait aller contacter Bouchèche parce qu'il me connaissait, l'entraîneur me connaissait, Jatran, etc. C'est un gars d'ici, d'Alger, qui me connaît très bien. Donc moi, je l'attends. C'est 2 minutes, attention. Hein, elle va, c'est Mathieu. Bon, le deuxième, c'était Mahi à Rennes. On a mangé ensemble avec sa femme et lui-même et ma femme. Et le lendemain, il se fait garder par des policiers. Ouais. Donc Mahi n'est pas venu, n'a pas rejoint. Bouchèche, il a rejoint, bien sûr, on dira. Et donc, on a donné rendez-vous, c'est-à-dire j'avais tout préparé, comme je connais un petit peu la Suisse, j'ai vécu en Suisse. Et j'ai donné rendez-vous au Hôtel La Cigogne à Genève, le lundi avant midi. Voilà, lundi, parce que c'était dimanche qu'on a tourné. Donc de la Mahi. Ahmed Arab, je ne l'ai pas contacté. Je suis allé à Bordeaux, je suis arrivé à 2h du matin à Bordeaux, à Amara. On a réveillé à 2h du matin. Donc on l'a contacté, etc. De là, j'ai quitté donc, Bordeaux. On a rejoint Nîmes. Nîmes vers le matin, 6h30, 7h du matin. On a attendu un petit peu le café que fréquentaient Borisha et Waliken. Donc on les a attendus et ils sont arrivés, on a pris un café ensemble, etc. C'est la même chose. Lundi, c'était un dimanche, hein, c'était dimanche matin. Donc je dis lundi, avant midi, hôtel La Cigogne. Il n'y a pas de discussion. Et on démarre. Je vais à Troyes, de Nîmes, donc je monte à Troyes, toujours avec la voiture, hein, et puis ma femme. Là, il y avait Kerom qui devait jouer contre Nîmes. Et Nîmes, il y avait Kader Firoud, il y avait Jbeili et Kerom. Donc voilà les trois. Donc on arrive. Donc vous avez ainsi organisé le dernier départ. Le dernier départ, c'est nous qui avons organisé, ma femme, sur ordre de Maître Ben Abdallah. Hein. C'était en quel 58. Non, 60. Le dernier 59, 60, c'était en 60, puisqu'on est parti le 23 octobre. Le 23 octobre. Et on est arrivé le 2 novembre 1960, à Tunis. Donc de là, avec Kerom Galé, donc je pars tout de suite, j'ai dit non, tu fais. Et puis je vois Kader Firoud. Oui. Je discute avec lui, avec Jbeili. Et Jbeili me dit, moi je ne peux pas venir, j'ai préparé un doctorat, etc. J'ai dit non, j'ai reçu des instructions de la part de Maître Ben Abdallah et de l'organisation. Je te prends pas. Partir. Non, il ne devait pas venir puisqu'il devait préparer un doctorat quand même en agronomie. Donc Kader Firoud, la même chose, nous aidait énormément dans le Midi. Il était un grand militant. Donc Ben Abdallah lui-même m'a dit attention, ne touche pas surtout
Farouk. Kader Firouz, son ami intime, c'est des Dorani, ils se connaissent, c'est un de Tlemcen, notre Doran. Donc vraiment, c'est son ami. Il m'a dit surtout ne touche pas à Kader Firouz, il nous rend d'énormes services dans le Midi. Voilà, c'est les paroles de Maître Ben Abdallah. Donc je ne l'ai pas pris. Et bon, il était content d'ailleurs parce qu'il m'a dit, ouais, j'ai eu peur, textuellement, il m'a dit, j'ai pas que tu me. Et j'ai dit, je sais, je suis au courant de tout. Donc Ben Abdallah m'a expliqué ce que tu faisais ici. Donc voilà un petit peu. Donc, Karom, la même chose, il me dit, je pars tout de suite. J'ai dit, non, tu fais ton match, et demain, avant midi, hôtel de la Cigogne. De là, je rentre sur Paris, je vais à Paris, je rentre, je vois la belle famille, etc., dire au revoir. Je retourne à Reims, attention, je retourne à Reims prendre mes bagages, et de là, directement la Suisse, donc je rejoins l'hôtel de la Cigogne, toujours avec la voiture, non stop, hein. Non stop. C'était interdit d'aller dans un hôtel ou d'aller dans un café ou au restaurant, etc. C'était ma femme qui... Avant de franchir la frontière. Ah ouais, avant de passer la frontière. Une fois passé la frontière, c'était fini, quoi. On était tranquille. Donc j'ai attendu tous les joueurs à l'hôtel La Cigogne, donc à Genève, etc. Il y a eu quelques petits problèmes avec Borisha et Weliken. Il a laissé sa voiture toute neuve, hein. Il s'est sauvé. À la frontière suisse, ils avaient peur, ils ont laissé la voiture toute neuve. C'était une Monaco, vraiment voiture toute neuve. Il a abandonné et puis il est parti. Ils ont traversé la frontière à pied. Borisha, sa femme et Weliken. Allah yarhamoum, de toute façon. Alors, voilà. Et comment maintenant vous allez organiser le départ vers la Tunisie à partir de Genève? À partir de Genève, bon, bien sûr, là, on était dans un hôtel à Cigogne, ensuite on a changé à l'hôtel de Berne. On a passé quand même 8 jours en attendant d'avoir nos passeports. Oui. Parce que c'est des passeports tunisiens, oui. Ce n'est pas des passeports algériens. Donc avec l'organisation, etc., c'était très, très, très sérieux, très discret. Oui. Donc c'est ma femme qui s'occupait de tout ça, d'aller à la Migros. La Migros, c'est une grande surface, quoi. C'est ce qu'on appelle. Un jour, alors, elle ne m'a rien dit d'ailleurs, elle ne m'a absolument rien dit. Elle me dit, je vais faire des courses. Comment qu'elle a eu le signal, je ne sais pas. Ouais. Bon, elle va, cette Migros, etc., elle fait quelques courses, etc. Et il y a Khoja, un militant de première, c'est un Suédois, il ne fait pas algérien du tout, paraît-il. Moi, je ne l'ai pas connu. Ouais. Je ne l'ai pas connu. Et tout en marchant, etc., elle faisait des courses, je lui ai glissé les passeports. Dans son sac. Dans son panier. Ouais. Panier, oui. Voilà. Elle a fait tout ça, elle revient. Elle ramène les passeports. Elle me ramène des passeports, etc. Et elle me dit, voilà, ça y est, c'est fait, il faut qu'on parte. Et je dis, bon, demain, il faut qu'on se prépare et on part demain. Je lui ai dit, mais avant de partir, il faut aller avertir le commissaire, qui était très gentil avec nous. Ouais. Très, très gentil, très service. Donc vraiment coopérer avec lui. Il nous a dit, surtout pas de déclaration. Voilà ce qu'il nous dit, le commissaire de Genève. Il m'a dit pas de déclaration, pas de politique, pas de demain, on est là pour vous aider, en espérant que l'Algérie sera indépendante un jour, vous serez chez nous, enfin bref, tout un baratin. Et puis bon, je vais le voir avec ma femme. J'ai dit, monsieur le commissaire, je rentre, bonjour. Ben, on était connus quand même. Alors, je lui dis, voilà, on part demain. Ah. Il est surpris, il me dit, mais vous avez eu votre passeport comment? Ah, j'ai dit, là, c'est votre travail. Je ne pouvais pas lui dire qui c'est un gars qui était clandestin, quoi. Khoja, c'est... Bon, voilà un petit peu. Et puis, il me dit, bon, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit? On est là, puis on espère que l'Algérie sera indépendante, et vous serez là. Enfin, tout un baratin. Alhamdoulilah, le commissaire a été vraiment d'une gentillesse, d'une compréhension extraordinaire. Extraordinaire. Donc, vous arrivez à Tunis le 2 novembre 1960. Donc, on part avec 3 voitures. La voiture de Karoum, d'Amara, avec sa femme et son fils. Karoum, la même chose avec son fils et sa femme. Et moi, avec ma femme. Et bon, Waliken était avec Borisha, etc. Voilà, c'était tout le groupe. Alors, les retrouvailles, comment ils vont se dérouler, ces retrouvailles avec les anciens? Non, mais d'abord, on arrive en Italie, etc. À Rome, c'est ma femme qui va aller voir Bolharouf. Bolharouf s'occupe de tout, etc. Nos billets de bateau, etc., etc. Et puis donc, on prend le bateau, donc de Naples
partant de Gênes à Tunis. Et on arrive, il était déjà au courant, parce que Boualharouf a déjà averti le GPRA, quoi, les responsables. Donc on arrive le 2 novembre 1960 à Tunis. Une petite question, parce que l'Italie c'est important, les Italiens ils ont énormément contribué donc, oui, ils ont contribué à auprès des aider Algériens, donc ils ont soutenu la révolution algérienne. Est-ce que la traversée de l'Italie s'est déroulée sans aucune inquiétude? Elle s'est déroulée sans absolument pas eu de moindre petite histoire. On s'est arrêté, que ce soit les hôtels, les machins, avec des passeports tunisiens, bien sûr. Mais bon, non, il n'y a eu aucun problème. Au contraire, les Italiens, par moments où on a connu quelques Italiens au restaurant, machin, ils étaient très contents d'ailleurs. Et au Magasin, ils nous ont beaucoup aidés. Attention, les Italiens ont beaucoup aidé l'Algérien. Donc voilà un petit peu le... Donc vous quittez Gênes donc, dans un bateau et en bateau, on arrive à Tunis le 2 novembre avec une réception extraordinaire. Quoi. Enfin, tous les joueurs étaient là, des membres du gouvernement. Au niveau du port? Au port, oui, au port. Il y avait une délégation qui vous attendait. Ils arrivaient là, ils étaient tous là, pratiquement tous les joueurs, leurs familles. Et il y avait donc... les responsables du GPRA, il y avait Ramaran, il y avait commandant Kassi, c'était des durs. Hein, vraiment, c'était exceptionnel. Ils nous ont reçus vraiment à bras ouverts, tous les joueurs étaient là, ils nous attendaient. Et puis de là, bien sûr, après... Donc, quand vous arrivez, donc, l'équipe du FLN était déjà très très connue dans le monde. Très connue, surtout à Tunis, quoi. À Tunis. Et puis bon, ils revenaient quand même de pas mal de tournées. Donc ils ont fait quand même la Chine, ils ont fait le Vietnam, ils ont fait les pays arabes, hein, comme la Jordanie. Et à chaque fois, M. Maouch, à chaque déplacement, l'équipe était reçue officiellement par les présidents de la République, par le leader par tous les leaders, par exemple, par le roi Hussein de Jordanie, donc en Irak la même chose. Bon, en Chine, c'est la même chose. En Vietnam, moi, je n'étais pas avec eux, hein, mais je connais l'histoire. J'ai les photos, j'ai les documents, etc. Ils ont été reçus par Ho Chi Minh et par... Par Mao Tse-tung. Ho Chi Minh a reçu l'équipe à 6 h du matin. À 6 h du matin, parce qu'il avait tellement de travail qu'il n'avait pas trouvé un créneau. Donc, il a reçu l'équipe avec tous les responsables à 6 h du matin. Le général Diap, la même chose. Et puis le Premier ministre chinois, la même chose, a reçu cette équipe. Donc moi, je le sais, mais je n'étais pas avec eux, mais je peux en parler, quoi, parce qu'il y a quand Bien sûr. Donc ils ont été reçus, même par le Premier ministre chinois, Pham Van Dong. Et le général Diap, d'après les joueurs, hein, moi je ne peux pas... Et puis les matchs commencent. Je répète un petit peu, je répète un petit peu ce que les joueurs racontaient. Le Diap, par exemple, il a réuni les joueurs, etc. Il leur a dit, bon voilà, après un match, etc., vous nous avez gagné, nous avons battu la France, vous nous avez battu, donc vous battrez la France. Voilà, ça c'était les... C'était prémonitoire de la part de ce leader. Oui, c'est un leader, c'est le général Diap. Bien sûr. C'est pas rien, le général Diap, c'est lui qui a foutu la France dehors, hein, du Vietnam. Donc voilà un petit peu l'historique de cette équipe, et puis il y a beaucoup de... On peut parler... et puis il y a également la tournée en Yougoslavie qui était... n'est-ce pas, en Europe de l'Est, d'une manière générale. En Europe de l'Est, oui. Il y a eu la première tournée. Moi, je n'étais pas avec eux, donc j'étais en prison. Et la deuxième tournée, j'y étais quand même. Mais la première tournée, ils ont fait l'URSS. Deuxième tournée, non. La deuxième tournée, oui. Donc, la deuxième tournée, avec à Belgrade, en Roumanie, en Hongrie, à Roussé, machin. Tchécoslovaquie. Tous ces pays-là. Tous les pays de l'Est, quoi, pratiquement. À part l'URSS où on n'a pas été, et en Pologne. En Pologne, la même chose. Il y a eu une histoire en Pologne, mais moi, je n'y étais pas. Les Polonais ne voulaient pas entendre ni la levée des couleurs, ni l'hymne national. Et au cours d'un match international, les joueurs ne voulaient pas jouer.
grande histoire, qu'il y a l'hymne national et la levée des couleurs. Sinon, on joue Sinon, pas. on ne joue pas. Et finalement, les Polonais ont accepté, et puis le match s'est déroulé avec l'hymne national et la levée des couleurs. Voilà un petit peu le... Et les matchs auxquels vous avez préparé. Oui, j'ai joué, bon, la deuxième tournée, j'ai joué à Tbilissi, j'ai joué, pas à Tbilissi, pardon, j'ai joué à Zagreb, j'ai joué en Pologne, j'ai joué en Bulgarie. Des matchs vraiment, donc soit contre des équipes, soit contre des sélections, parce qu'ils n'avaient pas le droit Est-ce de qu'il y jouer avait un contre nous. public important Très important. Oui. Mais le match qui reste gravé, moi je ne l'ai pas fait, je n'ai pas joué ce match-là. Je n'ai pas joué, c'était contre la Yougoslavie. Oui. Contre la Yougoslavie 5-2, un match exceptionnel. Il y avait pratiquement, je peux dire, 50 000 spectateurs. Ouais. 50 000 spectateurs en quelques minutes. Bouchache, Makhloufi, Soukan, Mohamed Soukan Abdelrahman, ils ont fait un match Exceptionnel. exceptionnel. Donc, bon, là, ce match-là, j'étais blessé à Tbilissi, donc je n'ai pas pris part, quoi. Bon, mais on était tous contents, et voilà, on encourageait nos frères, quoi. Vous jouez de véritables matchs, ce n'était pas simplement des matchs Non. amicaux. C'était des sélections. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer, mais c'était des sélections, c'est comment Type, on appelle c'est des ça, sélections type. corporatives, quoi. Oui. C'est des usines. C'est au nom de l'usine, c'est pas au nom du club. Ouais. Telle ou telle usine, et puis ils avaient remarqué, et ils mettaient de très très bonnes équipes, et le football yougoslave, le football tchèque, le football hongrois, Et puis, quand vous étiez à Saint-Eugène, vous connaissez bien le football tchèque, par exemple. Oui, le football tchèque, je connaissais parce qu'on les a vus donc, tout de suite après-guerre. Il y a eu les Bohémiens de Prague qui sont venus. C'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Après la deuxième, donc on était gosses, nous. Oui, Et on a appris beaucoup de choses, donc surtout le coup tchèque. Oui. Ce qu'on appelait par la suite la talonnade. Oui. Nous, on appelait ça le coup tchèque. Il y avait un Bobek. Un Bobek, c'était à l'époque, c'était un des meilleurs, comme on peut dire maintenant, Mbappé ouais, c'était vraiment une idole pour les Tchèques. Magnifique, très très grand joueur malgré le ballon, etc. Donc c'est là que nous, enfin en tant que gosses, puisqu'on était gosses, 48, on avait 12 ans, 13 ans, donc il y avait le coup tchèque, la talonnade. Nous on appelait ça le coup tchèque. Donc Et là, c'était en 1947. 47, 48, voilà. Voilà. Cette équipe donc, qui a affronté pratiquement plusieurs clubs. Là, ils ont affronté donc l'ASSE, ils ont affronté le Mouloudia et l'Olympique de Hadjout, Marengo. actuellement Hadjout. Donc contre l'ASSE, c'est le premier match, ils étaient fatigués. Bon, ils ont gagné 1-0. Le lendemain, contre le Mouloudia, ils ont pris 11 buts. Et contre Hadjout, ils ont pris 16 buts. Donc c'était vraiment une sacrée équipe à l'époque. Et le football de l'Europe de l'Est était particulier, très particulier, Ah. très technique, très très technique. C'est un petit peu notre football, quoi. Oui. Dans le football méditerranéen. Mais vraiment, ils avaient de grandes équipes à l'époque. D'ailleurs, on peut revenir un petit peu en arrière et voir tous les résultats qu'ils ont fait à l'époque. Que ce soit les Tchèques, les Yougoslaves, surtout la Hongrie, avec la grande équipe, avec Puška, Sidguti, Koksis, qu'on a connu d'ailleurs. Des gars extraordinaires, extraordinaires. C'est l'équipe hongroise, je crois que c'est difficile de trouver mieux. Monsieur Maouche, une question personnelle. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces tournées de l'équipe du FLN personnellement, vraiment. La mémoire, ce qui nous a vraiment, vraiment touché, c'était le peuple. Ouais. Ils étaient vraiment... L'accueil était vraiment extraordinaire. Ouais. Dans tous ces pays-là, que ce soit, mais pas un pays où, bon, en Yougoslavie, ou même en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, en machin. C'est vraiment une réception extraordinaire. Et puis il ne pouvait pas nous quitter, il fallait qu'il soit avec nous, qu'il nous invite, alors qu'il n'avait rien du tout. Il voulait tout nous donner alors qu'il n'avait rien. À l'époque, les pays de l'Est, c'était pas gai. Hein. Ouais. C'était pas gai. Bon, c'était...
Tout était bon, mais pour nous, non. Pour nous, on avait tout pour le manger, on avait absolument tout. L'équipe FNN, de par les dirigeants, etc. Donc c'était extraordinaire. Comment se déroulaient les regroupements à Tunis maintenant? Et quels étaient les rapports que vous entretenez avec les dirigeants de la Révolution à l'époque? Bien sûr, il y avait tous les dirigeants de Farhat Abbas, c'est Ouhamran, machin, même quand Ben Bella est arrivé, c'était là, c'est après le cessez-le-feu. Mais avant le cessez-le-feu, je sais que vous avez également travaillé avec votre épouse dans l'humanitaire. On était les seuls d'ailleurs avec ma femme. Donc, et puis il y avait quelques maquisards qui ont quitté le maquis, qui m'abayaient le Kahla, Allah yarhamou, Malika Srira, j'ai oublié son nom, que des maquisards, vraiment des maquisards, parce que elles étaient soit dans la wilaya 4, wilaya 3, wilaya 2. Donc elles s'occupaient des réfugiés. Oui. Et ma femme, en même temps, elle s'occupait des réfugiés, puis elle était beaucoup plus en contact avec les responsables, même avec Boumediene. Oui. Même avec Boumediene, ma femme était constamment en contact avec lui. Oui. Donc moi, avec ma voiture, toujours, on patrouillait avec le commandant Azdine, le commandant Moussa et le colonel Sissadaq. Oui. Donc j'étais le seul, je peux le dire, l'arabe, mais je sais pas pour me flatter ou là, j'étais le seul de l'équipe FNN à avoir été aux frontières. Ouais. Et de patrouille, personne ne voulait venir. Personne. Mais moi, quand il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de tournée, il n'y avait rien du tout. Donc, vous avez effectué plusieurs déplacements. Oui, je faisais les plusieurs. Puis à un moment donné, il y a Bourguiba, Allah yarhamou, Bourguiba qui, je ne sais pas comment il a su, on était deux amateurs, on était libres, Zoba et moi. Donc il nous a demandé, et on a joué à Monastir. On a joué donc à Monastir. Zoba et moi, on a aidé Monastir, et là ils ont beaucoup appris avec nous. Ouais. Énormément. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ils sont très reconnaissants. Et Bourguiba lui-même, je veux dire, maintenant, je suis Bourguiba lui-même, M. Alal Al-Awiti. Quand on allait, parce qu'on passait le week-end en général là-bas, en famille, hein. Oui. En famille. Zouba était célibataire. Moi, j'étais marié avec le gosse. Et c'est extraordinaire. Après le match, Bourguiba lui-même, ou alors par Alal Al-Awiti, il nous remettait 1000 dinars. Pour Zouba et moi, 1000 dinars. Donc c'était. Bien sûr, à l'époque. C'était énorme. Mais on a beaucoup aidé, ils ont beaucoup appris avec nous, on les a vraiment aidés. Et on les reconnaît parce qu'ils nous ont. Alors, à l'époque, est-ce que vous avez mesuré l'importance de cette équipe dans le dispositif révolutionnaire? Bien sûr, parce que c'est une équipe qui a porté haut les couleurs de l'Algérie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Qui a représenté donc la révolution algérienne à travers le monde, quoi, parce que tout le monde était au courant, attention, dans le monde entier. La même bande devait, à un moment donné, c'était Allam, Allah yarhamou, Haj Allam, Mohamed Allam, qui était notre responsable, d'ailleurs politique. Mais c'est des fois il y a des pertes de mémoire. Donc Allam, qui était responsable politique, il était très à cheval sur tous les. Il fallait pas commettre le moindre impair en déplacement, etc. Sinon, le retour directement à Tunis et en prison. Il y a certains, ils ont goûté la prison. Je sais qu'il y a 2 joueurs qui ont goûté la prison, c'est Petit Four et Boubkar. Ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté certaines règles, etc. Ouais. Donc ils les ont mis en prison. Il y a pas pendant 8 jours. Denden, c'est pas rien. Puis il y a une blague, non, une histoire véridique. Il y avait à la fois la discipline sportive et la discipline révolutionnaire. La discipline militaire révolutionnaire. Oui. Il ne fallait pas commettre le moindre truc. Qui allait porter atteinte à la révolution algérienne. Voilà, c'était déshonoré, donc c'était atteinte à la révolution algérienne. Et donc, il fallait savoir marcher, se conduire comme un. Puis là-bas, on était vraiment. Les Tunisiens nous ont mis. Alors, les déplacements, vous étiez justement accompagné à chaque fois par un commissaire politique. Oui. Donc, il y avait le DTN, c'est Bouzarag. Allam, et puis il y avait Talib Chaïb. Talib Chaïb, qui était aussi un très grand responsable, très grand militant, vraiment de très grande classe. Ou Allam Mohamed, la même chose, qui était un commissaire politique. Lui était très. Lui, il ne fallait pas commettre la moindre erreur avec lui. C'était un rapport en rentrant à Tunis et. C'est à la sentence, hein. Non, il y avait une discipline. Il ne fallait pas commettre le moindre petit truc parce que c'était porté atteinte à la révolution algérienne. Alors, vos rapports, les rapports entre les joueurs maintenant à Tunis? Non, les rapports étaient excellents. Excellents, oui. Vraiment excellents. Bon, par exemple, on était quand même nombreux. Une vingtaine par moment, etc. Quand l'entraîneur Boumzreg ou l'Aribi donnait l'équipe, personne ne se disait je mets l'Abniche ou là. Non. Et ils ont commencé quand même avec 10, Oui, 10. Là, bon, quand je ne suis pas arrivé à Anna, ils ont commencé avec 10. Et il y avait. Ils ont fait appel à Selami. Selami qui faisait partie de l'équipe de l'ALN, l'armée de libération. Non, il faisait partie de l'équipe de l'ALN par la suite, au départ, mais lui, Selami, c'est toute une histoire, je ne sais pas si je l'ai raconté. Selami était pompier à Sétif. Et il était chauffeur du gros camion. Puis à un moment donné, c'est comme ça qu'il a rejoint la Tunisie, le maquis, etc. Il a pris le camion, il a commencé à pompier, avec la sirène. Il a jeté le camion et il a rejoint le maquis. Voilà l'histoire de Selami.
Selami, il a pris ma place comme je ne suis pas arrivé. Ouais. Ils étaient à 10, donc Selami, c'était le 11e joueur de l'équipe FLN. Voilà. Ensuite, il y a eu pendant des étapes. Ah, on est arrivé à tour de rôle. Voilà. Le dernier, c'était nous. Quoi. Voilà. Alors, l'histoire de cette équipe du FLN a provoqué donc une réflexion intense par certains historiens, certains spécialistes de la géopolitique. D'ailleurs, on parle de géopolitique du football. Donc, et comme exemple, c'était toujours l'équipe du FLN. L'équipe du FLN avec Osmo. Il dit l'équipe nationale du FLN a été le précurseur de la naissance d'une nation. C'est Osma, ça va me revenir son nom, très, très grand chercheur. Il est passé il n'y a pas longtemps à la télé. Ouais. Et donc il a dit que l'équipe nationale du FLN a été le précurseur de la naissance d'une nation. Ouais. Donc, il y a vu loin. Quoi, le football a joué. Donc, le football a joué un rôle dans l'unification du tissu social, etc. Sur le plan social, sur tous les plans d'ailleurs, parce que quand on voit, on parle de l'Algérien, on pensait que c'était un sauvage, c'était une voyée quand même, que ce soit dans l'habillement, à l'hôtel, manger, ou enfin partout quoi. Qu'on était des gens quand même civilisés et pas seulement des. Bon, le maquis c'était autre chose. Hein. Le maquis, comme dans tous les maquis d'ailleurs, les pays de l'Est, ils le savent très bien. Hein, ils ont été pas mal malmenés par les Allemands, etc. Hein, donc au magasin, ils avaient des maquis. Hein, que ce soit, donc, quand on revient à Tito, hein, l'équipe du FLN était une sorte d'excroissance de la diplomatie algérienne, la diplomatie de guerre. La diplomatie de guerre, c'était bon, et puis on avait quand même des responsables de très haut niveau. De très haut niveau. Le Hajj Allam, c'est vraiment. Même à Tunis, quand il y avait des réunions, ils nous convoquaient, etc., il ne fallait pas rigoler. Hein. C'était du sérieux. Il fallait savoir se comporter, même en Tunis même. Hein, en Tunisie, il ne fallait pas dire parce qu'on est des machins que ça y est. Est-ce que vous avez eu affaire à des journalistes, donc des interviews pendant les tours? Il y a eu des journalistes, moi je n'ai pas eu affaire à des journalistes, des journalistes tunisiens, oui, de temps en temps ils venaient, donc comme un sportif, c'est tout, après un match, etc. Mais sinon, quand l'équipe est arrivée, c'est vrai, il y a eu toute une série d'articles. Oui, ils sont tous venus en courant à l'hôtel Majestic pour contacter les joueurs, etc. D'ailleurs, le porte-parole, c'était Bentifour. C'était vraiment un très grand militant, parce qu'à Nice, il était responsable donc d'une organisation, de la collecte notamment des fonds pour des collectes des fonds, passage d'armes, etc. Pareil, hein, d'après ce qu'on raconte, quand il passait avec sa femme, soi-disant qu'elle était enceinte, etc. Bon, mais caché les fonds ramassés. Des fonds, ou je ne sais pas ce qu'ils transportaient exactement. Hein, c'est des armes ou des fonds. Mais sa femme, elle est dans la voiture elle était enceinte, quoi. Donc les policiers ne pouvaient pas la fouiller. Donc c'est comme ça. Et puis il n'était pas loin. Nice, 20 000, l'Italie, c'est à côté. Et puis, il faut voir une chose aussi, c'est que Bentifour, c'est un grand, et il fréquentait que les Corses. Il fréquentait les gars du FLNC. Donc, le FLNC, hein, c'était le Front de Libération de la Corse. C'était la même chose. Donc, ses amis, c'était vraiment des Corses dans son café, dans son milieu. Alors, juste après l'indépendance, justement, vous parlez donc de l'arrivée de l'équipe à Alger. Donc, vous avez l'ensemble des joueurs de cette équipe avaient à l'époque pensé à mettre en place une stratégie nationale du football. Nationale du football, puisqu'on était un petit peu dispatchés un peu partout, puisqu'on était ministère de la Jeunesse et des Sports. Bon, après mon retour, parce que j'ai passé quand même une année en Suisse. Comme entraîneur-joueur, mais je voulais faire un stage. Donc à Macolin, c'est une des plus grandes écoles d'Europe. Donc puis finalement, je ne l'ai pas fait.
parce qu'il fallait pas mal de trucs. Donc j'ai été embauché par ce club, Martini Sport. Donc j'étais comme entraîneur-joueur, j'ai fait commencer mes classes. Voilà, commandant. Bon, ensuite, après une année, je suis rentré en Algérie. Donc il y a eu l'ambassadeur qui est venu me voir. C'est un Moussa Gani, moi d'ailleurs. Ouais. J'ai oublié, j'ai un petit peu des pertes de mémoire de temps en temps. Enfin bref. Et il m'a dit, il faut que tu rentres. Il dit, voilà, moi il m'a invité à Berne. Ouais. Il me dit, voilà, Moussa Ganem, etc. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme ça que je suis rentré en Algérie. Et vous avez pris... J'ai pris Moussa Ganem. Ouais. Voilà, j'ai pris Et les autres, chacun... Puis chacun, par la suite, tous ces joueurs qui étaient là sur place, voilà, ils avaient des équipes quand même. Il y avait Armada qui entraînait Saïda, il y avait Karmali qui était à Sétif, il y avait Moussa Ganem. Mais on a changé pas mal de clubs. Moi, je travaille avec eux. Karmali, c'était l'USMS, c'est pas le... Non, l'USFMS, c'est pas l'entente. L'USFMS. C'est l'USFMS. Donc, mais il a joué à l'entente aussi. Il a entraîné l'entente, mais pas longtemps, parce que bon, c'était... Bon, il y avait à Skikda, il y avait Bouchèche, il y avait à Naba, il y avait Brahimi. Donc, un peu partout, quoi, il y avait des éléments d'équipe. Les anciennes gloires de cette équipe. Voilà, on commençait un petit peu, le ministère donc, de la Jeunesse et des Sports, avec bien sûr le gouvernement de l'époque. Et ils nous ont dispatchés un petit peu partout. Donc, moi, j'ai passé quand même... 63, 66 à Moussa Ganem. Donc avec finale Coupe d'Algérie, etc. Donc ce qu'on avait appris, sur ce qu'on a un petit peu, bon, on n'était pas des... Mais on a quand même ramené ce plus. Ce plus et puis la fédération, comment vous avez contribué également à mettre en place une fédération algérienne? La fédération algérienne déjà existait. Oui. Bon, alors, depuis le premier président, c'était le docteur Mohamed Maouch, Allah yarhamou. Bon, qui est décédé à la Carf dans un accident d'avion, Allah yarhamou. C'est quelqu'un de... Même en tant que joueur, celui qui n'a pas vu le docteur Maouch jouer, il n'a rien vu. Je vais vous dire un truc. En 1953, l'Olympique de Lyon lui avait offert 5 millions. Il n'a pas voulu aller. 5 millions, 53. Oui, bien sûr. C'était énorme. C'était énorme. Donc c'est un joueur vraiment extraordinaire. Il avait une technique, une vitesse, mais il fallait le voir jouer, quoi. Il fallait le voir jouer. Donc comme tout, il y avait Zaïbek avec lui, il y avait Saadi, il y avait Ouassar. Hein. Ouassar, c'était une équipe socialiste, hein, de Bellecour. Donc il y avait Saadi, il y avait Dr Marouche, il y avait Zaïbek. Zaïbek était un ingénieur aussi à l'époque, il était ingénieur. Donc voilà un petit peu tous ces joueurs qui jouaient dans des clubs européens, il n'y en avait pas beaucoup. La SSE, c'était autre chose. La SSE, on était quand même nombreux à jouer à la SSE. Il y avait Boubacar, il y avait Berrah, il y avait Ali Salem, il y avait Aouadj. Donc on était 5 ou 6 joueurs algériens. C'est nous qui tenons le club, quoi. Juste après l'indépendance, c'est-à-dire les premières années de l'indépendance, est-ce que vous avez essayé de jouer avec d'autres équipes Tout de suite après, j'étais à Moussa Ganem. Oui. Non, mais en France, non. J'ai été sollicité, mais j'étais en Suisse. Oui. J'ai préféré aller en Suisse parce que c'est un pays neutre, etc., que de rester en France. Le stade de Reims, ils m'ont repris, puisque j'ai fait une tournée avec eux en Indonésie et même en URSS. Et bien après, bon, j'ai quitté. Donc la France, c'était fini pour moi. Donc, vous avez lancé donc, le championnat national. Est-ce que vous avez mis l'accent sur, donc, dans le cadre de la formation, est-ce que vous avez mis l'accent sur la formation des jeunes sur, Oui, mais en effet, c'est ça le problème numéro 1, parce qu'on avait quand même des échos, etc., dans l'étranger. Et on voulait, même moi, mais je voulais créer un centre de formation à Moussa Ganem. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une équipe très très jeune. Oui. Très jeune, et ben, c'est une équipe qui a tourné quand même, deux finales de Coupe d'Algérie, etc. Donc, il y avait de très bons dirigeants, de très bons joueurs d'ailleurs. Et moi, je suis pas, par la suite, j'ai quitté. Mais on devait créer, un centre de formation déjà, pour des jeunes, etc. Malheureusement, j'ai quitté Moussa Ganem pour venir à l'USMA, à l'époque.
Bon, j'ai joué quelques matchs à l'USMA comme entraîneur-joueur, etc. Puis après, j'ai eu quelques problèmes et j'ai arrêté le football, quoi. Pendant pas mal de temps. Après, j'ai repris, bien sûr, parce que j'ai eu des problèmes de santé. Et puis voilà, donc, comme on dit, une carrière bien pleine, quoi. Carrière bien pleine. Monsieur Maouche, donc l'émission Terre à sa fin, qu'est-ce qui vous a marqué vraiment, hein, personnellement, donc, dans ce passage que vous avez effectué au sein de cette glorieuse équipe du FLN? C'était d'abord c'était une espèce de fraternité, fraternité extraordinaire, extraordinaire, une ambiance qu'on trouve nullement ailleurs. Ouais. Il n'y a jamais eu d'histoire pratiquement au sein de cette équipe. Quand les entraîneurs donnaient l'équipe, etc., personne ne dit ouais, je mets la abniche. Non, non. On avait des responsables, on écoutait, que ce soit des responsables politiques. Parce qu'attention, Alem ne rigolait pas et machin, il y avait de très grands responsables. Donc le moindre rapport en rentrant à Tunis, c'est la prison. Hein. Il y a deux joueurs qui ont goûté la prison à Denden. Attention, c'est une histoire extraordinaire. Il y avait Bentifour et Boubacar. Oui. Bon, mais bien sûr, ils les mettent à Denden. Denden, c'est une prison très difficile. Tana, hein, c'est une prison tenue par les... Bon. Et puis, quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Bon, pour rigoler, bien sûr. On donne une tenue. La plus petite, on la donne à Boubacar, qui fait 2 mètres. Et la tenue de Boubacar, on la donne à Bentifour, même sur les chaussures. Alors, c'est pour rigoler, bien sûr. Pour leur dire, voilà, ici, c'est discipline, Marrakech. Non, tout était bien organisé. Donc les valeurs du sport étaient en adéquation avec les valeurs révolutionnaires. Fraternité, solidarité, engagement. Le sport et la révolution. Donc il fallait comprendre une chose, qu'on était là non pas pour rigoler, pour manger et dormir, non, on était là pour, transmettre un métier, comment on appelle ça, le témoin, transmettre le témoin. Témoignage, oui, bien sûr, à travers la population mondiale, parce que c'est une équipe qui avait une réputation à travers le monde entier, attention. Parce que même à un moment donné, on devait aller même en Argentine. Oui. Et il y a eu l'indépendance. Mais les Argentins nous ont invités. Ils nous ont invités. Donc même la mairie du Sud, qui à l'époque était... Hein, ça bouillonnait, quoi. De Cuba jusqu'à... Hein. Donc voilà un petit peu cette équipe qui a l'impact donc, médiatique et politique à travers le monde. Est-ce qu'on a capitalisé, M. Maouche, le travail de cette équipe, l'importance Oui, on a capitalisé quand même jusqu'à maintenant. Donc on continue encore à travailler sur cette équipe. Oui. Qui reste, il y a quand même des universitaires, il y a des chercheurs qui sont en train de travailler justement pour vraiment mettre en valeur. C'est unique au monde. C'est quelque chose d'unique au monde. Personne ne l'a fait. Il n'y a pas un pays qui a fait ce que l'Algérie a fait. Même quand on parle de la révolution algérienne, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Je reviens un petit peu en arrière. Ho Chi Minh et même Diap. Diap l'a dit, il a dit vous avez la révolution algérienne est unique. On lui a dit, bon, certains, pas moi, parce que personnellement, mais on lui a dit, mais votre révolution, machin. Il dit non. Vous avez, nous c'était local. Vous avez transporté votre révolution au cœur même au cœur de l'ennemi. Ouais. Donc voilà un petit peu la différence qui fait que, avec les autres révolutions. Il n'y a pas une révolution comme la révolution algérienne, impossible. Est-ce que cette équipe reste un exemple? Parce que vous êtes toujours donc, un observateur de la scène footballistique nationale, jusqu'à aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas loin. Donc. L'évolution du football algérien, donc un mot, hein, monsieur. Oui, l'évolution, bien sûr, à l'époque, quand on parle de nos joueurs qui étaient professionnels, etc., qui sont partis d'ici, d'ailleurs. Bien sûr. Comme tout le monde. Hein. Puis on a fait beaucoup de progrès, puisque en Italie, il y avait des entraîneurs, c'est toute une organisation. Ici, on était tout à fait amateurs.
Et quand on devient professionnel, c'est autre chose. Donc l'équipe FLN a beaucoup apporté au football national. D'ailleurs, par la suite, après l'indépendance, la plupart des clubs étaient entraînés par des joueurs d'équipe FLN. Ouais. Ce qui a fait les résultats, etc., que ce soit Split ou les qualifications Coupe du Monde, etc., Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde. Et il y a toujours eu 1 ou 2 joueurs de l'équipe FLN. Vous, donc, dans le cadre de votre parcours, de votre formation, il y avait la patience. Est-ce que la génération d'aujourd'hui, le défaut de la génération d'aujourd'hui, c'est la précipitation, n'est-ce pas? C'est la précipitation. Ils veulent tout de suite. Ils veulent tout de suite. Ils ne savent pas que le travail, c'est des étapes. C'est pas en 1 mois, c'est pas en 2 mois, c'est sur des années. Et il faut travailler. Il faut, bon, maintenant. Avant, je ne sais pas, dans tous les clubs, il y avait de la formation, même si c'était une formation, mais il y avait pas seulement formation sur le plan technique. Un dernier mot, donc peut-être pour les jeunes d'aujourd'hui, M. Mohamed Maouche. Pour les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il faut beaucoup de patience, il faut travailler, il ne faut pas être pressé. On ne peut pas tout avoir en une journée. C'est des années de travail. Il ne faut pas oublier aussi l'école. Il faut lire, il faut aller lire. Je tiens donc à vous remercier vivement, M. Mohamed Maouche. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que ça va servir à quelque chose et puis que l'histoire n'est pas finie encore. Hein. C'est la mémoire, donc, la mémoire de la glorieuse équipe du FLN. Je tiens à remercier également Khairdine Khaldoun, qui a réalisé exceptionnellement aujourd'hui cette émission. Je remercie toute l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé à préparer cette émission. Je salue Abou Njuma-Boulis, réalisateur de cette émission. Excellente soirée et à bientôt. Merci.